Alors, imaginez un instant. On a deux médecins qui regardent la même radio, D'accord. ou disons deux juges, face au même dossier, exactement le même. On s'attendrait à ce qu'ils arrivent à la même conclusion, n'est-ce pas? Bah oui, ou en tout cas quelque chose de très proche. Et pourtant, si l'un disait pneumonie et l'autre non, non, il n'a rien du tout. Si l'un condamnait à 6 mois avec sursis et l'autre à 5 ans de prison ferme. Ah, là, on se dirait qu'il y a une erreur flagrante, une injustice même. Et pourtant, ce genre de divergence, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Exactement. On entend tout le temps parler des biais cognitifs, c'est devenu le mot à la mode pour expliquer nos erreurs de jugement. Mais si le biais, en fait, n'était que la partie visible de l'iceberg, s'il y avait un ennemi plus grand, plus insidieux et surtout invisible, qui fausse nos décisions les plus importantes, c'est précisément le pari du livre Noise de Daniel Kahneman, le prix Nobel derrière le fameux Système 1, Système 2, avec Olivier Sibonier et Cass Sunstein. Leur thèse est simple. On passe notre temps à chasser les biais, alors que la plus grande source d'erreur dans le jugement, c'est ce qu'ils appellent le bruit. Le bruit. Une variabilité aléatoire et surtout indésirable dans nos décisions. Et ce livre, il s'adresse à qui prend des décisions qui impactent les autres, donc les managers, les médecins, les recruteurs, ou à qui subit ces décisions. En fait, ça concerne à peu près tout le monde. Absolument tout le monde. La question qui va nous guider aujourd'hui, c'est ça. Si le bruit est un problème bien plus grave que le biais, comment ça se fait qu'on ne le voit jamais? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger? Pour le voir, il faut déjà bien faire la différence entre les deux concepts. Et pour ça, l'analogie qu'ils utilisent, celle du stand de tir, elle est parfaite. Allons-y, j'aime bien cette image. On a donc 4 équipes de tireurs. La première, l'équipe A, c'est l'idéal. Oui, c'est la perfection. Tous les tirs sont groupés en plein dans le mille. Pas de biais, pas de bruit. Juste et précis. Ok. L'équipe B maintenant, ces tirs sont aussi très groupés, très proches les uns des autres. Mais ils sont tous en bas à gauche de la cible. Ça, c'est une erreur systématique. Prévisible. C'est le biais. L'équipe vise constamment à côté, mais toujours de la même manière. C'est très clair. Et maintenant, l'équipe C. C'est là que ça devient intéressant. Ah oui? Là, les tirs sont dispersés partout. Il y en a en haut, en bas, à gauche, à droite. Le chaos. Le chaos. Et c'est ça la clé. Si on calcule le point moyen de tous ces tirs, on tombe pile au centre de la cible. Cette équipe n'a donc aucun biais, mais ses jugements, ses tirs sont totalement incohérents. Ça, c'est le bruit à l'état pur. Une dispersion purement aléatoire. Exactement. Et puis, bon, il y a l'équipe D, c'est le pire scénario, hein. Les tirs sont dispersés et loin du centre. À la fois biaisés et bruités. La catastrophe. Alors là, attendez, parce que le livre avance une idée qui m'a vraiment bluffé. Les auteurs disent qu'on peut mesurer le bruit sans même savoir où est la vérité, sans savoir où est le centre de la cible. Comment c'est possible? C'est ça le point fondamental. Imaginez qu'on regarde les cibles, mais de dos. On ne voit que les impacts des balles, on ne voit pas le dessin de la cible. D'accord. Pour l'équipe B, la biaisée, on voit un joli groupe de tirs bien serrés, on n'a aucune idée s'ils sont dans le mille ou pas. Le biais est invisible. On ne peut pas le voir, c'est vrai. Par contre, pour l'équipe C et la bruitée, on voit le problème immédiatement. Les tirs sont partout. On n'a pas besoin de connaître la bonne réponse pour constater le désaccord, la dispersion. Le bruit, lui, il est visible. C'est une idée folle. Ça veut dire que dans le monde réel, pour des décisions complexes comme recruter quelqu'un, prédire le succès d'un produit, il n'y a pas de centre de la cible évident, mais on peut quand même mesurer le bruit. Oui, il suffit de demander à plusieurs experts leur avis, de façon indépendante, et de regarder à quel point ils sont en désaccord. C'est le cœur de leur méthode, l'audit de bruit. Et quand on fait ça, les résultats sont, pour reprendre leurs mots, scandaleusement élevés. Ils donnent des exemples, j'imagine. Oh que oui, ils prennent le système judiciaire américain dans les années 70. Un juge, Marvin Frankel, a fait une expérience. Il a donné le même dossier fictif à 50 de ses collègues. Pour des faits identiques, les peines proposées allaient de 30 jours de prison à 15 ans. 15 ans d'écart. Ce n'est plus du jugement, là. C'est une loterie. Le destin d'une personne dépend de la chance du juge qui tombe sur son dossier. C'est terrifiant. Et ce n'est pas du tout limité à la justice. Les auteurs racontent avoir mené un de ces audits de bruit dans une grande compagnie d'assurance. D'accord. Ils ont demandé à des dizaines d'experts d'évaluer, chacun de leur côté, les mêmes dossiers pour fixer le montant d'une prime d'assurance. Les dirigeants, eux, s'attendaient à un écart de 10% entre les évaluateurs.
ce qui me paraît déjà assez important, 10%. Le résultat réel, l'écart moyen était de 55%. 55%. 5 fois plus que ce qu'ils imaginaient. Pour le même risque, un expert pouvait proposer une prime de 9 500 $ et son collègue dans le bureau d'à côté 16 700 $. Attendez, une variabilité de 55%, est-ce que c'est forcément une erreur, du bruit? Ça ne pourrait pas être le reflet de stratégies de risque différentes, une saine concurrence interne? C'est une excellente objection et le livre y répond très clairement. Ce qui prouve que c'est bien du bruit, c'est que l'entreprise elle-même considère qu'il n'existe qu'une seule prime idéale pour un dossier donné. Ah d'accord, la variation n'est pas une stratégie. C'est une incohérence non voulue qui coûte des millions. Personne ne dit « toi tu seras l'expert cher et toi l'expert bon marché ». Chaque expert est persuadé d'appliquer la politique de l'entreprise et de trouver le juste prix. C'est ça l'essence du bruit. Une variabilité que personne ne veut, dont personne n'a conscience, mais qui est partout. Je vois. Ce n'est pas une divergence d'opinion assumée, c'est une défaillance du système. Et ça, on le retrouve partout, j'imagine. En médecine, dans les demandes d'asile. Partout. En médecine, oui, avec des diagnostics de cancer qui varient sur la même radio. Dans les demandes d'asile, il parle de roulette des réfugiés. Et bien sûr, dans les entretiens d'embauche. Là où il y a jugement humain, il y a du bruit. C'est inévitable. C'est ça. C'est quand même dingue. L'idée qu'un juge puisse être plus sévère juste parce que son équipe de foot a perdu la veille, il y a une étude citée là-dessus, ça remet tout en question. On a l'impression que notre jugement est un instrument complètement déréglé. Comment les auteurs expliquent une telle faillibilité? Alors, pour mieux comprendre, ils décomposent le bruit en plusieurs catégories. D'abord, il y a ce qu'ils appellent le bruit de niveau. Le bruit de niveau. C'est le plus simple. Certains juges sont, en moyenne, globalement plus sévères que d'autres. Certains médecins plus enclins à diagnostiquer une maladie. C'est leur réglage de base, si vous voulez. Une sorte de personnalité judiciaire ou médicale. Exactement, mais ce n'est pas le plus important. Il y a aussi le bruit de pattern ou de modèle. C'est plus subtil et ça représente une plus grande part du bruit total. D'accord. Inachimek juge du son en moyenne aussi sévère l'un que l'autre, même niveau. Pourtant, ils peuvent être en désaccord total sur des cas précis. L'un sera peut-être plus dur avec les vols, l'autre avec les fraudes financières. Leurs patterns de jugement, leurs réactions face à une configuration de faits sont différents. C'est l'interaction entre la personne et le cas. Et le plus troublant, j'imagine, c'est la troisième source, le bruit d'occasion. Oui. L'idée qu'un même juge, face à un même cas, peut prendre une décision différente selon l'heure de la journée, la météo, son humeur. C'est exactement ça. Une étude célèbre a montré que des juges accordaient beaucoup plus de libération conditionnelle en début de matinée et juste après la pause déjeuner. Ouais. Plus ils sont fatigués, plus ils ont faim, plus ils optent pour la décision par défaut la plus simple, le refus. C'est vertigineux parce que ça veut dire que la même personne n'est même pas cohérente avec elle-même. On est donc tous victimes de ça dans nos vies. Ça me fait penser à la fois où j'ai fait les courses en ayant faim. J'ai acheté une fortune de choses inutiles. C'est du bruit d'occasion appliqué à mon caddie. C'est d'un très bon exemple. Alors, face à ce constat qui est assez sombre sur la fiabilité de notre esprit, qu'est-ce qu'il propose? On baisse les bras? Au contraire. Il propose un concept très puissant, l'hygiène de la décision. L'hygiène de la décision. L'analogie est simple. Quand on se lave les mains, on ne sait pas quel microbe en particulier on élimine. On le fait de manière préventive. On sait que c'est une bonne pratique qui réduit le risque global. L'hygiène de la décision, c'est la même chose. Un ensemble de procédures qui réduisent le bruit sans même savoir quelle erreur spécifique on évite. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi? J'imagine déjà la critique, mettre en place des procédures, des checklists. On ne risque pas de créer une bureaucratie étouffante qui tue l'intuition et l'expertise? C'est le risque et c'est une très bonne question. Il faut trouver le bon équilibre. Mais les auteurs insistent. Le but n'est pas d'éliminer le jugement, mais de le discipliner. D'accord. Ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Franchement, le dernier film que j'ai vu était plutôt décevant. L'intrigue manquait sérieusement de profondeur. Enfin, ce n'est que mon avis personnel après tout. Une des techniques les plus efficaces, c'est de structurer le jugement. Au lieu de se faire une impression globale d'un candidat en entretien, par exemple, Ce qu'on fait tous. On décompose la décision en plusieurs dimensions indépendantes. On évalue séparément sur une échelle l'expérience, l'adéquation à la culture, les compétences techniques. Et on ne se fait une opinion globale qu'à la toute fin. On retarde l'intuition.
On retarde l'intuition, exactement. Une autre technique, c'est de séquencer l'information. Dans une enquête, un expert en empreinte digitale devrait analyser une trace avant de savoir que le suspect a avoué. Sinon, cette information va contaminer son jugement. Mais la technique la plus redoutable, d'après le livre, c'est l'agrégation, la fameuse sagesse des foules. Oui, et c'est mathématique. La moyenne des jugements indépendants de plusieurs personnes sera toujours moins bruitée que le jugement d'une seule, même si c'est une experte. Les erreurs individuelles, qui partent dans tous les sens, s'annulent entre elles. Mais le mot-clé, et il est absolument crucial, c'est indépendant. Ce qui veut dire qu'une réunion de brainstorming classique où tout le monde discute et s'influence, c'est en fait la pire façon de prendre une décision, hein. C'est exactement ce que le livre démontre. Ces réunions sont des cascades d'influence. La première personne qui parle, ou la plus charismatique, oriente tout le groupe. Pour que ça marche, il faut que chacun se fasse son opinion seul, dans son coin, avant de la partager. On vote d'abord, on discute après. C'est totalement contre-intuitif. Alors, comment on applique ça à une échelle plus personnelle? On n'a pas toujours un comité d'experts sous la main pour choisir son prochain appartement, non? Bien sûr, pour les décisions individuelles, le livre suggère de créer une foule intérieure. Par exemple, pour une décision importante, on peut essayer d'y réfléchir à deux moments très différents. Un lundi matin, frais et dispo, et puis un jeudi soir, fatigué. Si la conclusion est la même, elle est sans doute plus robuste. Intéressant. Ou alors, on joue consciemment l'avocat du diable. Une fois qu'on a une intuition, on prend 10 minutes pour chercher activement tous les arguments contre cette intuition. C'est une discipline mentale. Et pour une entreprise, la première étape, ce serait de faire cet audit de bruit dont on parlait, de rendre l'invisible visible. Absolument. Le simple fait de prendre quelques cas des dossiers de crédit, des évaluations de performance et de les faire évaluer indépendamment par plusieurs personnes, ça peut être un électrochoc. Une fois que le chiffre de 55% de bruit est sur la table, on ne peut plus l'ignorer. On est obligé d'agir, surtout pour le recrutement, où un processus structuré avec des critères définis à l'avance est bien meilleur que l'entretien classique qui est souvent juste une loterie de l'affinité. Exactement. Au fond, ce que ce livre nous dit, c'est qu'on surestime massivement la valeur de notre intuition. C'est un appel à l'humilité. Une humilité profonde, oui, face à la complexité et à la faillibilité de notre propre esprit. Ce n'est pas une charge contre l'expertise, mais contre la confiance excessive dans l'intuition non structurée. C'est un éloge du processus, de la méthode, comme garde-fou. Le message n'est donc pas que l'intuition est inutile, mais qu'elle doit arriver à la fin, pas au début. Elle doit être la conclusion d'un processus structuré, nourri par des faits, plutôt qu'une première impression qui contamine tout. C'est la synthèse parfaite. Et ça nous amène à la pensée finale du livre, qui est assez provocatrice. Ah, Les auteurs écrivent cette phrase: le jugement n'est pas le lieu pour exprimer son individualité. C'est une phrase dure à entendre, dans un monde qui valorise tant l'originalité, le style personnel, la patte de l'expert. en effet, Mais elle nous pousse à nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que ça signifie d'accepter que, pour les décisions critiques qui affectent la vie des autres, l'objectif ne soit pas l'expression de soi, mais la précision, la cohérence, la justice? À quel moment notre singularité est un atout? Et à quel moment n'est-elle finalement qu'une source de bruit?